Et on continue justement de vous guider dans ce monde de l'immobilier avec Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola. Il est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour réussir son investissement immobilier? Un achat, c'est vrai, c'est une longue maturation, puis une longue aventure. On démarre par la jeunesse peut-être, Jean-Marc, le commencement. Qu'est-ce qu'il faut d'abord bien et précisément mûrir dans sa tête avant d'acheter et de passer à l'acte? Alors, il y a beaucoup de choses à mûrir. Ça va être une longue intervention, là. Désolé. J'en retiendrai deux ou trois qui me semblent absolument essentielles. La première, c'est de bien définir sa stratégie patrimoniale et de ne pas se tromper dans l'investissement sur lequel on va se lancer. Alors, par exemple, est-ce qu'il faut faire de la location classique ou est-ce qu'il faut faire de la location meublée? Donc, location nue ou location meublée. Est-ce qu'il faut faire de la défiscalisation ou de la location classique? Bref, bien établir sa stratégie. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Quel montant? Comment le financer? Et je trouve, j'ai constaté historiquement que beaucoup d'investisseurs se lancent un petit peu trop vite, bille en tête sur le premier investissement venu, sans véritablement se poser les bonnes questions. Donc, bien définir sa stratégie. Deuxième chose qui me semblerait extrêmement importante, c'est de bien vérifier qu'on est constitué pour faire de l'investissement immobilier. C'est-à-dire gérer le stress éventuel, puisque ça n'est pas un long fleuve tranquille, l'investissement immobilier. Donc, il ne faut surtout pas imaginer, par exemple, qu'on ouvre un livret de caisse d'épargne. Ça n'a rien à voir avec cela. Est-ce qu'on a le cash disponible nécessaire pour faire face aux ennuis s'ils se produisent, puisque ça peut arriver. Et il est nécessaire d'avoir un petit peu de liquidité. Dernier point peut-être qui me semble absolument fondamental, c'est de bien travailler sur une simulation financière et fiscale qui va se dérouler sur la totalité de l'investissement, sur la totalité de la durée du crédit. Pourquoi vous insistez là-dessus? Il y a des pièges, il y a des mauvaises surprises souvent quand on est en train de créer son plan fiscal? Alors, il peut y avoir les mauvaises surprises, mais c'est surtout l'évolution, et particulièrement l'évolution de la fiscalité. Beaucoup d'investisseurs, en fait, se penchent peu sur l'évolution de la fiscalité. C'est particulièrement important lorsqu'on va faire de la location nue, puisqu'on va générer des excédents fonciers qui vont être très faibles au début, donc la fiscalité ne va pas poser de problème. Par contre, au fur et à mesure que le temps passe et accessoirement, au fur et à mesure que l'on rembourse son crédit, on a de moins en moins d'intérêts d'emprunt à déduire. Donc, on a un revenu foncier qui est de plus en plus important et potentiellement un niveau d'imposition qui est extrêmement lourd à la fin. Et ça, vous devez l'anticiper. Ce que vous disiez aussi avant de décider de passer à l'acte et qu'il faut mûrir avant de prendre cette décision et de le faire réellement, ce que vous disiez, attention, les taux sont bas, pour autant, gardez toujours du cash de côté. Vous pouvez tout à fait investir à 100% ou 110%, mais parallèlement, ça ne vous prive pas, surtout pas, de vouloir garder du cash de côté, d'avoir une trésorerie. Oui, absolument. C'est fondamental pour moi d'avoir de la trésorerie disponible, affectable à l'opération. Et si on n'a qu'un tout petit peu de trésorerie, j'irai jusqu'au bout de mon raisonnement en disant que si un banquier exige que l'on affecte son peu de trésorerie disponible à l'achat, par exemple pour financer les frais de notaire, ce qu'on appelle les frais de notaire et les frais de garantie, faut dire non. Mon conseil est de pas y aller. Et d'attendre d'avoir suffisamment de fonds ou de trouver un banquier qui finance à 110% et en garde son cash pour faire face aux ennuis. Voilà, pourquoi faire? Pour faire face aux ennuis. Ah, c'est ça, oui. C'est une épargne de précaution, quoi. Oui. Tout peut arriver. Il peut ne pas y avoir de locataire pendant quelques mois, même si vous êtes extrêmement bien situé. Les ballons d'eau chaude ont tendance à claquer assez régulièrement. Ce sera à vous de le financer. Tous les 3-4 locataires, il faut mettre un petit coup de peinture dans son appartement, il faut le financer. Bon, alors voilà, quelques clés à mûrir avant de décider de passer à l'acte. Une fois qu'on passe à l'acte et qu'on a investi dans le bien immobilier pour ensuite trouver un locataire, qu'est-ce qu'on fait là pendant la durée de vie de ce bien qu'on possède? Comment ça se passe? Alors, au moment de l'achat, je pense qu'il faut être très prudent. Dans les erreurs que je constate assez régulièrement parmi les investisseurs que je côtoie, se tromper de produit. Se faire un peu trop plaisir. Voilà, très régulièrement. Il y a deux cahiers des charges en fait, je crois, pour être cohérent en matière d'investissement. Il y a le cahier des charges de ce qu'on achète pour y habiter et il y a le cahier des charges de ce qu'on achète pour le mettre en location. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je pense qu'il est assez différent. On va chercher un produit dont l'équation économique est favorable, pas nécessairement le bien dans lequel on rêve d'habiter. Et d'ailleurs, assez curieusement, quand on parle d'impact en trésorerie, puisque un investissement normalement constitué génère des impacts en trésorerie, on doit mettre de l'argent de côté tous les mois. Plus on passe devant son bien tous les matins en se disant qu'on ne rêve que d'une chose, c'est d'y habiter, moins il y a de rendement, plus il y a d'impact en trésorerie. Donc plus il coûte cher en fait au quotidien.
Bon, ça, il faut aussi l'avoir bien en tête. Il faut l'avoir. Et puis alors, il faut aussi anticiper, quand on a le bien, ça y est, il est là, en notre possession, il vit tel qu'on l'avait prévu peut-être, et puis à un moment, on va vouloir le revendre. Parce que la raison pour laquelle on a voulu faire de l'investissement locatif, c'est pour le rendement, puis c'est aussi peut-être pour la perspective d'une plus-value à la revente. Comment on gère ce moment-là? Alors, je pense que c'est un élément extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de Et qu'il faut anticiper dès l'achat. Alors, future vente, il faut l'anticiper dès l'achat. Absolument. En tout cas, il faut imaginer, quand on achète, qu'on va avoir une perspective de détention qui va être plus ou moins longue, très indexée sur la durée du crédit. Des gens commettent l'erreur de faire du crédit très long avec une perspective de détention de leur bien très courte. C'est une très très mauvaise idée. Si on doit détenir son bien relativement peu de temps, 10-12 ans, il ne faut pas faire un crédit sur 25 ans. Parce que 10-12 ans après, vous avez un capital restendu qui est très important et donc qui fait que vous allez créer peu de richesse finalement. Donc premier point. Ensuite, il faut savoir que quand on vend un bien, par définition, à usage locatif, il y a un locataire dedans. Donc, le fait de vendre avec un locataire dedans implique un prix très souvent qui est inférieur à celui de la vente d'un bien sans locataire. Et on ne peut pas organiser le départ du locataire avant de vendre. Et si on est en location nue, par exemple, en location classique, c'est tous les 3 ans. Donc si votre locataire est en train de renouveler sa période triennale depuis hier, vous avez 3 ans et demi durant lesquels, s'il n'a pas envie de sortir, il ne sortira pas. Donc bien anticiper cela et voir quelques années en fait avant où on commence à se dire tiens, il va falloir que je sorte de mon investissement, c'est à ce moment-là que ça se prépare. On laisse sortir le locataire naturellement, ou on résilie son bail à l'une des échéances triennales. On prévoit de mettre un petit peu de propre dans son appartement pour avoir un produit qui est assez séduisant à la vente. Et on le vend tranquillement. Oui, le vendre tranquillement. On fait du home staging éventuellement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, Marie, mais le home staging, ça vous permet en effet de présenter... La petite piqûre de rappel pour Guillaume qui me dit tiens, on fera peut-être une petite chronique sur le home staging dans pas longtemps. Le message implicite. Le home staging, c'est quoi? Ça vous permet de vendre un appartement. Son côté Stéphane Plaza. De la façon, c'est pratique et concret, de la façon la plus sexy possible pour les éventuels acquéreurs, les candidats à l'achat, un bien qui soit en termes de décoration même si neutre, consensuel, parfait. Même si en tant qu'investisseur, on aime bien trouver des produits dans lesquels il y a pas mal de travaux à faire, puisque ces travaux sont difficiles fiscalement. C'est vrai, il y a le loueur meublé, en effet, et le déficit foncier qui est tout à fait intéressant fiscalement. Dernière chose, quand on souhaite acheter un bien pour le mettre ensuite en location, faut l'acheter pas comme si c'était un bien qu'on allait occuper soi-même. Par exemple, ne pas avoir peur du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, quand c'est pour sa résidence principale, on se dit, oh non, il va y avoir des gens qui vont passer, qui vont nous regarder là. Sauf que pour l'investissement locatif, c'est peut-être plus intéressant d'acheter un rez-de-chaussée que d'acheter un étage élevé. Quand les prix sont normalement constitués, plus on monte en étage, plus c'est élevé. Sauf s'il n'y a pas d'ascenseur. Alors, effectivement, non, pardon, à quelques exceptions près. Mais assez traditionnellement, plus on monte en étage, plus le prix d'achat est élevé. En revanche, le loyer n'évolue pas de la même façon. Donc, le rapport entre le loyer qu'on encaisse et le prix auquel on achète son bien est d'autant plus favorable qu'on est en étage bas. Un rez-de-chaussée ne pose strictement aucun problème à la location, il ne pose strictement aucun problème à la revente. On achète moins cher, on vendra moins cher. Entre aujourd'hui et le moment où on s'en sépare, on peut avoir un produit dont le rendement est bien meilleur. Donc, on peut être tout à fait favorable au rez-de-chaussée. Sous réserve d'éviter alors vous parliez du dernier étage, du 5e étage sans ascenseur. Si vous avez un rez-de-chaussée plein nord sur la voie de garage qui donne sur une rue passante, effectivement là ça va vous poser problème. S'il n'y a pas d'autre inconvénient que le rez-de-chaussée, c'est même souvent très recherché par des locataires, avec un petit jardinet, une terrasse, etc. Quelques clés pour investir du mieux possible avec toutes les clés nécessaires qui vous permettront de réussir votre investissement. Merci Jean-Marc d'être venu nous voir. Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Bon retour Marie, on se retrouve demain.